Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Dans un récent rapport, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, estime que les mangroves sont détruites depuis 25 ans et ces 15 dernières années, 20% des surfaces de mangroves ont été détruites, soit environ 3,5 millions d'hectares. La FAO qualifie la situation d'effrayante. Afin de préserver ce riche écosystème, des mesures de sauvegarde commencent à être mises en place dans de nombreuses régions, en Afrique notamment. Au Sénégal, plus précisément à Fimela, une localité du département de Fatick, à l'ouest du pays, des initiatives voient le jour pour assurer la préservation et la restauration des mangroves. Notre équipe s'est rendue sur place et vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Malgré leurs moyens très limités, les populations de Fimela ne manquent pas de volonté et de courage dans leur lutte pour le reboisement et la régénération naturelle assistée des mangroves. Pour parler de l'importance de cette régénération urgente des mangroves en Afrique et dans le monde, nous sommes avec Madické Seck, ingénieur des eaux et forêts et chef de projet mangrove communautaire à Océanium Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Je suis très content et très heureux de me recevoir sur ce plateau et de parler de la mangrove que j'aime très bien. Et on se retrouve ici juste après notre reportage à Fimela, dans les mangroves de Fimela, avec Giro Togbe et Mbaindia. Loin du bruit harassant de Dakar, Fimela, localité du département de Fatick, à l'ouest du Sénégal, vibre au concert des oiseaux cet après-midi. Belle localité, nous prenons plaisir à flâner dans les mangroves des îles Saloum, à respirer de l'air pur, à contempler toute cette verdure qui change la vue. Depuis 1998, à travers une collaboration entre les éclaireurs et éclaireurs du Sénégal, le groupe local de Fimela, et deux groupements de femmes, que ce soit le groupement Ndiémé de Fimela et le groupement Djalki de Djilor Djidjak. C'est de cela qu'est née maintenant l'idée de mettre cette structure en place. Sa vocation, comme je l'ai dit tantôt, c'est la préservation et la sauvegarde de notre environnement. L'idée originale maintenant nous est venue en tant que jeunes natifs de la localité, du terroir. On s'est posé la question pourquoi la vie économique et sociale devenait de plus en plus difficile au niveau de leur village. Parce qu'il y a la raréfaction des produits, des ressources en tout cas naturelles. Et c'est là que se résume toute la genèse du combat des habitants de Fimela. Les populations ont compris qu'il existe un lien entre la rareté des ressources naturelles et les faibles rendements agricoles liés à la pauvreté des sols. D'où l'engagement de la coordination des acteurs pour la restauration des écosystèmes mangroves à faire dans la conscientisation. Ensuite, il y a une activité qui a même disparu, c'est l'apiculture. Parce que dans le temps, nos grands-pères pratiquaient cette activité au niveau de la mangrove. Et lorsqu'on est né, donc on a mis sur pied cette association, on a vu que l'activité là ne pouvait plus se tenir parce qu'il n'y avait plus assez de mangroves, assez robustes pour pouvoir soutenir le risque. De ce fait, cette activité a été délaissée. Raison pour laquelle, donc, pas mal de, en tout cas, c'est un ensemble cet ensemble de problèmes qui nous a poussé vraiment à tenter, à essayer en tout cas, de faire revenir ce qui était là. Oui, restaurer les mangroves. Cette action n'est plus forcément l'apanage des aînés dans cette localité, car aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Ce garçon, 8 ans à peine, suit son père en mer pour apprendre. Comme ce jour, il est en notre compagnie. D'ailleurs, ces heures creuses sont consacrées aux activités de restauration de la mangrove. Timide, il se prête quand même à l'exercice d'interview. Je suis ici pour aider mon papa à planter des mangroves. Vous savez, en tant qu'enfant, nous sommes beaucoup plus souples à faire ce travail. Facilement, nous entrons dans l'eau,
La boue ne nous dit rien. C'est passionnant quand même. Les pieds dans l'eau, il suit rigoureusement l'évolution des plants reboisés et s'y plaît, malgré son jeune âge. Les forêts de mangroves servent par ailleurs de refuge aux espèces menacées, ce qui offre des moyens de subsistance à des millions de personnes. La compréhension de l'importance écologique de la mangrove fait adhérer beaucoup de jeunes. Pour ces derniers, il est nécessaire de travailler à une restauration réelle. C'est le cas de ce jeune homme. Je suis le coordonnateur de l'équipe qui cherche des propagules. Une fois sur les lieux, on se met à faire du reboisement. Nous formons des équipes de 5 personnes choisies dans des associations qui se trouvent à Fimela. Je fais aussi le suivi des travaux. Chaque 3 mois, je me déplace ici pour faire une étude de terrain et voir si tout se passe bien. Oui, également, ce sont ces pirogues qui nous servent de moyens de transport. Dans bien de localités au Sénégal, les jeunes ont toujours démontré leur engouement pour les actions communautaires au service de l'environnement. C'est le cas à Fatick, dans cette localité de Fimela. Nonobstant les grands moyens techniques et même financiers, la volonté à mieux faire ne disparaît guère. Si nous rencontrons d'énormes difficultés, on n'a pas tout le temps les moyens nécessaires. Nous demandons aux autorités compétentes de nous appuyer. On fait face à un manque de pirogues, de chaussures de travail, des gilets, entre autres. Vous savez, ce travail, on ne le fait pas pour nous seulement, mais c'est au bénéfice de toute la population. Il y a quelques années, les ressources se faisaient rares et aujourd'hui, grâce à nous, c'est revenu presque à la normale. Le bois mort de mangrove est utilisé comme bois de feu et sert à fabriquer des couvertures de toit. Tant sur le plan écologique qu'économique, les mangroves sont importantes pour les habitants d'une localité. C'est ce qu'a compris ce quinquagénaire originaire de Fimela. Pêcheur, il participe aussi au reboisement, la régénération naturelle assistée des mangroves. Moi, je suis un pêcheur. Je transporte ceux qui travaillent dans les mangroves ainsi que les visiteurs. Je participe parfois aux travaux, c'est bénéfique pour nous. Et à côté, je pratique la pêche. Nous avons tout type de poissons, comme des capitaines, des thons, des tchofs, entre autres. L'autre technique également revient maintenant à essayer de copier la nature en tant que telle, comme la RNA. C'est-à-dire au lieu de faire des lignes, on met en grappe. C'est-à-dire on base sans respecter de lignes, ni horizontales, ni verticales. En tout cas, on laisse de l'espace entre les propagules, mais là, il n'y a pas de ligne, pour essayer donc d'imiter carrément la nature elle-même. Voilà donc les 2 techniques essentielles qu'on a pour le reboisement du rhizophora. Pour ce qui est de l'Avicennia, souvent, nous, on le fait par... on met en place une pépinière. Et au niveau de la pépinière, vous allez la placer entre le blanchiment des marées. Quand il y a marée haute, la pépinière doit être submergée. Et quand il y a la marée basse, la pépinière donc, est aérée. Malgré les efforts de préservation des mangroves, des menaces existent encore. D'abord, des menaces en tout cas d'ordre naturel. Parce qu'actuellement, il y a donc les perturbations climatiques, en tout cas le changement climatique. Parce qu'on sait que toutes ces plantes-là ont besoin de l'eau douce pour vivre. Ils ne consomment que l'eau douce, ils ne consomment pas le sel. Et s'il n'y a pas assez de pluie, en tout cas la teneur en sel fera de sorte que les plantes, au lieu de se développer, ils ont tendance à développer des capacités de résistance.
Ce qui veut dire que la plante, au lieu de grandir, elle continue à résister, donc elle ne se développe pas. Ça, c'est une des menaces. L'autre menace également, c'est en tout cas des menaces anthropiques, c'est-à-dire avec les populations qui n'ont pas en tout cas les moyens de se doter de gaz butane. Ils ont tendance à aller chercher le bois mort, le bois en tout cas au niveau de la mangrove pour préparer. D'autres également l'utilisent comme du bois d'usage, pour fabriquer en tout cas des charpentes. Et tout ça donc c'est des menaces vraiment qui pèsent sur ce qui reste en tout cas pour nous de la mangrove. Entre 2002 et 2017, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a évalué à 3,5 millions d'hectares la surface de mangroves ayant disparu. Leur régression se fait à un rythme régulier de 1 à 2% par an. La culture a un impact très important sur la mangrove. Parce que l'apiculture, vous connaissez les abeilles. L'abeille est assez dangereuse. En tout cas, les gens le craignent. Il est nocif. Donc, quand vous mettez des russes dans un espace où il y a la mangrove, vous mettez les russes, vous mettez des balises ou bien des pancartes, les gens vont éviter. Et ça va conduire à la coupe abusive. Les gens ne vont plus couper en tout cas ce bois. Ils vont laisser cette forêt définitivement. Et là, vous contribuez à la préservation et la régénération naturelle de ce bois. Raison pour laquelle donc ça a été important. Deuxième chose également, le miel provenant en tout cas du paludier, de la mangrove, est parmi les miels les plus prisés au monde et ça coûte très cher. Là également, c'est du côté en tout cas bénéfique. En tout cas, et le miel également, c'est un nutriment, mais également le miel est médicinal. La réhabilitation des mangroves est cependant possible. Mais, au vu de l'urgence, il ne faut pas tarder à agir. Et de retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes avec Madické Seck, ingénieur des eaux et forêts et chef de projet mangrove communautaire à Océanium Dakar. Monsieur Seck, d'abord, un mot sur les initiatives que nous venons de voir à l'instant et cet engagement fort des populations pour la préservation de leur environnement. Merci beaucoup. Je pense que le documentaire a fait la revue de la problématique. Donc, tu vois que les populations sont très engagées, malgré qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens. C'est normal parce que les populations vivent au niveau de la mangrove. Elles ont grandi dans la mangrove, donc c'est à elles de prendre les premières initiatives en termes de restauration. À leur niveau aussi, les populations jouent leur partition avec le reboisement de plusieurs hectares de mangroves. Comment est-ce que ces mangroves contribuent au développement d'une grande biodiversité? Oui, vous savez, la mangrove, c'est un écosystème très particulier. C'est là où certaines espèces rares peuvent évoluer. C'est là aussi où on peut trouver les crevettes, les huîtres. Il y a des espèces qui sont infoïdées à la mangrove. Elles ne peuvent pas vivre ailleurs qu'au niveau de la mangrove. Donc c'est normal de protéger ces espèces-là. Il y a aussi les espèces d'oiseaux, les espèces de poissons qui ne vivent que dans ces milieux-là. Et c'est au niveau de la mangrove que la plupart des poissons viennent pondre. Tu vois, c'est en fait le lieu de ponte de beaucoup de poissons. Donc, il faut dire que la mangrove elle est extrêmement importante dans la biodiversité. Monsieur Seck, comment faire des mangroves africaines un atout économique majeur dans le processus de développement durable? Je pense que pour ça, il faut protéger d'abord la mangrove. Il faut sensibiliser les personnes sur la mangrove, c'est important, il faut sensibiliser les personnes. Mais aussi, il faut accompagner les activités des populations à travers des activités d'envergure. Les populations à elles seules peuvent faire des choses, mais c'est des choses très limitées. Il faut les accompagner pour faire du reboisement à grande envergure. Et maintenant, les accompagner dans le processus comment on appelle ça, dans le processus de vente des produits de la mangrove. Parce que la mangrove a un produit, mais il faut les accompagner à vendre pour avoir de la valeur ajoutée à ces produits-là. C'est important. Maintenant, quel rapport existe-t-il entre changement climatique et restauration des écosystèmes de mangrove? Je pense que le monsieur l'a dit tout à l'heure.
le climat est en train de changer. Changement dans le sens où les pluies deviennent rares. Donc, s'il ne pleut pas beaucoup, le taux de salinité va augmenter. Alors que les mangroves sont habituées, les plantes qui vivent au niveau de la mangrove sont habituées à un niveau de sel limité. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de pluie, donc le sel va augmenter. S'il n'y a pas beaucoup de pluie, il n'y aura pas beaucoup d'eau. Alors que les espèces de mangroves sont habituées à la marée. Donc, ils sont habitués à la marée. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de pluie, donc les plants vont mourir. Donc, c'est important. Le climat change dans la mesure où parfois il fait très chaud. Et quand il fait chaud aussi, les espèces de plantes ne pourront pas vivre. Et si la mangrove va disparaître, ça disparaît avec les espèces de poissons, d'huîtres, d'oiseaux qui sont habitués au niveau de la mangrove. Monsieur Seck, votre organisation Océanium a démarré un nouveau projet, a démarré ce projet en 2020 de restauration de mangroves. L'objectif est de restaurer 7000 hectares entre le Sine Saloum et la Casamance en 4 ans. À ce jour, vous avez restauré environ 18 000 hectares de mangroves. Où en est le projet aujourd'hui ? Oui, avant de parler du projet, permettez-moi un peu, en quelques minutes, de parler du projet de l'ONG Océanium, qui a été créé par M. Haïdar et qui est actuellement dirigé par Youssef El Haïdar et qui a pris en tout cas le relais de cette organisation et qui est en train de faire beaucoup de choses pour faire évoluer les choses. Donc, pour revenir sur notre projet, Manco, c'est un projet de reboisement communautaire de la mangrove. Ce projet, nous l'avons mis en place avec les populations. C'est un programme de reboisement de 7000 hectares au niveau du Sine Saloum et de la Casamance. Avec ce qui est le plus important, un aspect de certification. Parce que c'est bon de restaurer, mais le plus difficile, c'est d'avoir la certification. C'est la certification qui donne une valeur ajoutée à la restauration. La certification que nous voulons mettre en place montre que la mangrove qu'on est en train de restaurer, nous avons pris en compte le climat, nous avons pris en compte la biodiversité et nous avons pris en compte les communautés. Et ça, c'est important au niveau ça. C'est cette certification-là qu'on est en train de mettre en place et qu'on a même l'agrément pour pouvoir dérouler le programme. Justement, en parlant des communautés, comment s'est organisé ce projet avec les populations locales et comment cela a-t-il directement impacté ces populations, surtout celles du Sine Saloum et de la Casamance ? Vous savez, au début du programme, nous sommes allés vers les populations. Parce que comme on reboisait dans leur espace, il fallait avoir leur aval. Donc nous sommes allés vers elles pour qu'elles nous donnent leur accord d'abord à reboiser au niveau de la zone. Donc chaque commune a signé avec nous une convention dans la convention, il est mentionné le nombre d'hectares qu'on doit reboiser dans la zone sous forme de convention. Maintenant, c'est un engagement des populations pour dire que nous sommes d'accord à ce que vous reboisez. Parce que les populations sont conscientes du fait que la mangrove est en train de disparaître et qu'elles seules ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, il faut qu'elles nous accompagnent dans ça. Ensuite, en fait, nous avons mis en place des comités au niveau des comités. Et dans ces comités-là, le maire joue un rôle important avec le président de la commission environnement, avec nous, Océanium bien sûr. Et chaque année, avant de reboiser, on fait ce qu'on appelle, on identifie les sites à reboiser ensemble. On les identifie, on part sur le terrain, avec nos GPS, on délimite la zone pour voir si la zone-là est bonne pour le reboisement. Parce que ça ne sert à rien de reboiser une zone et qu'à la fin, les plants vont mourir. Donc, à la fin, ensemble avec les populations. Et au moment du reboisement, les populations sont organisées en association. Et chaque association vient avec ses membres pour reboiser. Parce que c'est difficile de reboiser à l'échelle de milliers d'hectares. C'est difficile. Donc, il faut l'engagement des populations, il faut la participation des populations, il faut la volonté des populations dans ça. Nous, on les accompagne en termes de moyens, de gilets, et nous leur donnons une petite récompense à la fin de chaque reboisement. Monsieur Seck, aujourd'hui, quels sont les défis liés à la conservation et la gestion durable des mangroves en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal ? Oui, les défis, c'est surtout les défis de moyens.
Donc, nous sommes une organisation qui n'avons pas beaucoup de moyens. Donc, il nous faut beaucoup de moyens pour pouvoir reboiser à grande échelle. C'est important puisque il y a un défi sur le changement climatique, mais aussi il y a un défi sur la biodiversité. Parce que si on reboise à grande échelle, ça permet de faire revenir la biodiversité. Ça permet aux populations aussi ça lutte contre la pauvreté, parce que les populations vont trouver des huîtres, vont trouver les poissons vont revenir, les huîtres vont revenir, et ça crée de la valeur ajoutée et ça crée une économie au niveau de ces populations. Maintenant, M. Seck, selon l'International Panel on Climate Change, la zone côtière de l'Afrique de l'Ouest est l'une des zones dans le monde les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. Donc, mis à part le reboisement et la préservation des mangroves dans ces zones, quelle autre solution pour renforcer la résilience? Oui, je pense que cette vulnérabilité, il faut l'analyser sur le fait qu'il y a des plateformes pétrolières qui sont installées tout au long de la côte et que ces plateformes-là peuvent à tout moment céder. Donc il faut que nous, qu'on travaille en relation avec ces plateformes-là pour leur faire savoir que c'est un écosystème particulier, il faut vraiment l'avoir en vue et essayer d'analyser les risques pour que le reboisement qu'on est en train de faire puisse réussir. Justement, parlons de cette exploitation pétro-gazière. Elle a commencé au Sénégal. Quel sera son impact à long terme sur les mangroves? Oui, s'il n'y a pas, il faut juste veiller à ce que les installations soient sécurisées. Il faut qu'il y ait de bonnes installations. On a eu l'exemple des pays comme la France qui ont eu des phénomènes, c'est-à-dire que les tuyaux ont cassé et ont affecté la mangrove. Ça va tuer tout le reboisement qu'on est en train de faire. Donc il faut qu'ensemble, qu'on puisse bien renforcer les installations pour que les sociétés pétrolières et nous travaillons ensemble pour aussi sécuriser le reboisement qu'on est en train de faire. C'est-à-dire étudier tous les risques possibles pour que de telles catastrophes ne se produisent pas. Alors comment se fait la coopération entre la société civile ou des organisations comme la vôtre, Océanium, avec les compagnies qui exploitent ces richesses pétro-gazières? Heureusement, il y a une plateforme qui est mise en place par l'État du Sénégal. Et sur cette plateforme-là, nous, on est invités. Donc, dans la plateforme, il y a toutes les sociétés qui travaillent autour du pétrole et qui nous ont invités pour donner notre avis sur l'exploitation de ces pétroles-là. Quels sont les risques que ça peut amener et quelles sont les solutions. Donc, on travaille ensemble dans cette plateforme-là pour donner notre avis sur la question. Maintenant, aujourd'hui, comment renforcer l'engagement des populations vivant dans des zones où se trouvent des mangroves pour accélérer, accroître le reboisement et la restauration de ces écosystèmes? Pour ça, il faut juste de la sensibilisation. D'ailleurs, nous, Océanium, on fait beaucoup de cinéma-débat et beaucoup d'émissions radio communautaires au niveau de la zone. Donc, il faut que des organisations comme Océanium puissent faire beaucoup de sensibilisation. On est en train de le faire, mais si on a plus de moyens, nous allons encore renforcer ces sensibilisations-là sous forme de radio communautaire. Actuellement, nous travaillons au niveau de ce projet sur 17 communes. Donc 5 au niveau du Sine Saloum et 12 au niveau de la Casamance. Et dans chaque commune, nous avons fait des radios communautaires, nous avons fait des cinémas-débats pour les sensibiliser à s'engager davantage dans ces aspects. Surtout aux enfants qui vont prendre la relève, à la génération future qui va prendre la relève de ces activités-là. Alors, M. Seck, mis à part votre projet Mongo, qui consiste à reboiser les mangroves, avez-vous d'autres projets allant dans ce sens, la préservation de l'environnement au Sénégal? Oui, nous avons d'autres projets parce que nous avons vu que l'écosystème, au niveau du Sine-Saloum, nous avons un projet de rognier que nous sommes en train de négocier avec notre bailleur, WeForest. Il y a aussi au niveau de la Grande Muraille Verte aussi, nous essayons de nous approcher de la Grande Muraille Verte pour mettre ensemble un projet d'oasis
voilà, pour permettre aux populations d'avoir de l'eau, de planter des arbres, de faire du maraîchage pour un peu améliorer leurs conditions de vie. Merci M. Seck pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes ingénieur des eaux et forêts et chef de projet mangrove communautaire à Océanium Dakar. Merci beaucoup, c'est un plaisir de venir partager avec vous sur ce plateau. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.